Bonjour, ici JF Wallet, président du cabinet conseil Quad. Je voulais vous remercier de prendre du temps pour assister à cette présentation par l'entremise d'un webinaire. Premièrement, je voulais aussi vous dire que si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec moi soit directement par téléphone ou utiliser mon courriel qui apparaîtra plus tard à la fin de la présentation. Donc, aujourd'hui, notre présentation est intitulée l'outil PAO. Comment réduire le gaspillage en éliminant des produits. C'est un sujet d'actualité, effectivement, parce que des entreprises de plus en plus ont un excès de produits obsolètes et de produits qui ne rencontrent plus les stratégies des entreprises. Donc, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, ça tombe bien parce que depuis très longtemps, les entreprises cherchent des façons pour réduire leurs inventaires tout en affectant le moins possible la clientèle. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement de regarder un outil qui vous permettra de faire ça et ainsi améliorer les rendements et la performance de votre entreprise. Les sujets que nous aborderons dans cette présentation ont trois objectifs. Premièrement, c'est de comprendre l'importance d'éliminer des produits, d'apprendre les critères prépondérants de reconnaissance des produits obsolètes ou en fin de vie, et finalement, comment mettre en œuvre ces différents éléments d'analyse et ces méthodes et approches afin d'en faire des meilleures pratiques à l'intérieur de votre entreprise. Les personnes qui seraient intéressées à regarder ce genre d'outils sont les personnes premièrement responsables de la gestion des produits ou de la commercialisation, les directeurs des services financiers et directeurs des opérations, les personnes actives au niveau de la chaîne logistique par rapport au sourçage, aux approvisionnements, les achats et la planification, et en fait, toutes les personnes qui touchent de près ou de loin les stocks, soit dans leur gestion journalière, dans leur gestion financière, et ainsi, finalement, toutes les personnes qui seraient appelées à traiter justement avec les stocks. La rationalisation des gammes de produits, soit par l'élimination complète de gamme de produits ou par l'élimination de produits spécifiques, est vraiment une approche qui va toucher à tous les éléments dans une entreprise. Mais aussi, ça va toucher à plusieurs choses qui sont des habitudes, si je peux dire, ancrées au niveau des entreprises. Donc, un énoncé très important en ce qui concerne les meilleures pratiques, c'est qu'en planifiant l'abandon de produits, vous décidez de mettre au rencard les tactiques, les stratégies ou les techniques qui ont fait le succès de votre entreprise dans le passé. Vous choisissez plutôt d'exploiter continuellement de nouvelles façons de faire prospérer votre entreprise, puisque, comme cela arrive souvent, les méthodes éprouvées ne fonctionnent plus. Donc, les produits devenus obsolètes sont souvent des produits qui ont participé ou qui ont contribué à rendre l'entreprise au niveau où elle est aujourd'hui. Donc, il devient difficile vraiment d'éliminer certains de ces produits-là. On a un attachement émotif et c'est tout à fait normal. Donc, il faut adopter une méthode qui va nous permettre de regarder de façon analytique, de façon plus objective, les différents produits pour ainsi déceler s'il y en a certains qui seraient soit des boulets, si je peux dire, au niveau de l'entreprise, ou finalement qui pourraient contribuer encore plus. Étant donné que l'analyse et la rationalisation des gammes de produits est une chose qui implique plusieurs services dans une entreprise, il faut aussi considérer qu'on va changer certaines habitudes, ou on va forcer, si je peux dire, là, certains changements. Alors, dans le passé, c'est pas quelque chose qui s'est fait beaucoup au niveau de l'élimination des produits. Et puis, de façon générale, on peut se poser la question, mais pourquoi?
Parce que finalement, si on pose la question, éliminer des produits qui ne sont pas des éléments de contribution à l'entreprise, est-ce que c'est une bonne chose? Et puis, est-ce que c'est bien d'éliminer des produits non rentables? Est-ce que c'est bien d'avoir notre service des ventes qui vend et qui présente des produits en déclin? Qui dans une entreprise est responsable de cette activité? Est-ce que ça nous arrive d'accepter des commandes de produits qui sont en fait obsolètes et qui créent des problèmes au niveau de notre unité de production? Plusieurs de ces questions-là, finalement, ont des réponses assez claires. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi n'avons-nous pas des réunions mensuelles, trimestrielles, annuelles en ce qui concerne l'évaluation des produits pour continuellement faire en sorte que nos gammes sont propres, c'est-à-dire qu'elles sont remplies de produits contribuant à la performance de notre entreprise. En fait, on peut dire qu'il y a un nombre optimal de produits, c'est-à-dire un nombre de produits qui va permettre de tenir compte de deux choses, c'est-à-dire les besoins de votre clientèle et aussi les capacités de votre entreprise à livrer la marchandise. Où nous avons des déséquilibres, c'est lorsque vous avez une entreprise, par exemple, qui offre beaucoup plus de produits qu'elle est en mesure de fournir. Donc, on va assister ici à une situation où ce que l'entreprise va être continuellement en train d'essayer de rattraper finalement les commandes. Et ce qui crée finalement là, un niveau de désatisfaction au niveau de la clientèle. Alors finalement, cet équilibre-là est très important parce qu'elle va tenir compte de votre chaîne logistique, la chaîne de valeur, et qui va tenir compte aussi de votre clientèle, c'est-à-dire quels sont ses besoins, mais qu'est-ce qu'elle anticipe en termes de service de votre part. Alors c'est certain que ce nombre de produits-là va varier d'une entreprise à l'autre, mais on est capable justement de déterminer à l'intérieur de ce panier où se retrouvent ces produits, quels sont ceux-là qui vont demeurer dans le panier et quels ceux-là qui devraient être éliminés parce que justement, elles ne contribuent pas à long terme à l'entreprise, elles ne contribuent pas à la satisfaction de la clientèle, elles ne contribuent pas non plus au niveau financier. L'une des questions importantes est qui est responsable dans une entreprise de la gestion des produits, mais particulièrement qui est responsable de la rationalisation des produits. Et en fait, c'est une question clé parce que une rationalisation touche une multitude de services au niveau de l'entreprise, que ce soit au niveau des finances, au niveau des ventes, au niveau de la logistique, au niveau des approvisionnements, etc., etc. Étant donné qu'il y a un impact aussi étendu à l'intérieur d'une organisation, il est important que ce soit la haute direction qui prenne charge de ce processus. Et finalement, c'est elle qui est responsable de prendre la décision finale en ce qui concerne l'élimination des produits. Et puis, si on regarde justement qui en profite, ben, dans l'optique où ce que vous éliminez un produit, il va y avoir plusieurs ressources et plusieurs activités qui vont disparaître étant donné qu'un produit ne sera plus disponible. Ce qui amène en fait des économies. Et c'est pour ça qu'un produit qui est vendu et qui coûte plus cher à fournir à une clientèle devient un candidat finalement à l'élimination. Alors, c'est la façon de voir les choses. Ce qu'il faut tenir compte, c'est que l'ensemble de l'entreprise va bénéficier d'une rationalisation de produits. Et c'est pour ça que c'est très important que la haute direction soit impliquée dans le processus et qu'elle, finalement, en prenne la responsabilité, puisque c'est elle qui va en retirer, finalement, les bienfaits finaux au niveau des états financiers de l'entreprise. Donc, qui serait l'entreprise type qui pourrait bénéficier le plus
d'une rationalisation de produits? Bon, premièrement, on peut regarder du côté du nombre de produits. Plus vous avez de produits, plus vous êtes susceptible de bénéficier de ce genre d'activité. Une autre chose, c'est que si vous ignorez, par exemple, quels sont les produits qui contribuent versus les produits qui ne contribuent pas, ça c'est un élément aussi très important. C'est un indice en ce qui concerne un besoin de la part de l'entreprise pour ce genre de service. Une autre chose, c'est que si vous ignorez les coûts directement associés à la production d'un produit, de sa distribution, de sa vente et du service à la clientèle, c'est un autre indice que vous avez probablement des produits qui sont en train de gruger beaucoup plus de vos ressources que vous soupçonnez. Alors c'est pour ça qu'il y a plusieurs indices qui nous permettent de tirer certaines conclusions, mais des indices qui nous amènent à penser que justement l'utilisation d'un outil d'analyse ou d'une analyse plus approfondie permettrait de trouver des produits faibles ou des boulets qui permettraient justement d'améliorer votre situation financière. Dans le tableau que vous avez là, vous avez justement une comparaison de 4 produits hypothétiques, mais ce sont des produits finalement où ce que vous voyez, nous avons les ventes, les marges brutes et regardez les bénéfices d'exploitation. C'est-à-dire que vos produits sont des produits qui contribuent, mais si je regarde l'exemple du produit D, on voit un produit qu'effectivement, lorsqu'on fait l'analyse, on s'aperçoit que c'est un produit qui ne contribue pas. En fait, c'est un fardeau. C'est un candidat potentiel à l'élimination, mais ça ne veut pas dire à ce stade qu'on va vouloir l'éliminer. Mais c'est le genre de situation qui nous permet de mieux gérer la gamme et de vraiment se concentrer sur les cas problèmes. Ici, nous avons ce qu'on appelle les coûts cachés d'un produit. Dépendant du système ou de l'état de votre système de comptabilité, vous avez plus ou moins d'informations. Et quand on dit de l'information, il y a différents types d'informations. L'information qui provient d'un système de comptabilité de gestion et qui est capable de distribuer les différents coûts associés à un produit spécifiquement à ce produit-là, nous permet justement d'avoir des résultats beaucoup plus précis. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on rencontre pas tellement souvent. D'accord? Donc, juste vous donner une question, c'est que, selon vous, combien coûte $1 d'inventaire par année? Si vous avez un produit qui est en stock pendant 1 an dans votre entrepôt, combien ce produit de $1 vous a-t-il coûté? Ça, c'est quelque chose qui est très important. Parce que si vous avez des produits qui sont obsolètes, qui se vendent moins, et vous avez des inventaires, imaginez-vous combien ça peut coûter. Eh bien, la réponse, selon les moyennes établies, va varier entre 25 et 35 cents par tranche de $1. C'est-à-dire que si vous avez $1000 d'inventaire pendant 1 an dans votre entrepôt, ça vient de vous coûter 250 à 350 $ de plus, simplement pour l'avoir là. Alors, si vous vendez en fin d'année votre produit, et ça fait 1 an qu'il est là, et si vous le vendez 1350 $, eh bien vous avez fait 0 $ de profit. D'accord? Alors, c'est pour ça que c'est très important d'avoir les coûts exacts en ce qui concerne, ou disons, pas nécessairement exacts, mais les coûts les plus près possibles de la réalité. D'accord? Donc, ce sont tous des éléments qui font que pour bien gérer la gamme de produits et bien éliminer les produits qui sont en défaut, il faut bien savoir justement combien ils coûtent pour
fabriquer et distribuer et vendre. Regardons ici une situation étalée dans le temps. D'accord? Une entreprise qui ne fait jamais d'évaluation de ses produits, qui ne rationalise pas bien sa gamme de produits, n'enlève pas les produits en fin de vie, se retrouve avec une accumulation de produits. Et ce qui se passe avec le temps, c'est que une accumulation de produits désuets fait en sorte que votre rentabilité par produit est en baisse. D'accord? C'est-à-dire que les coûts associés à la vente, la distribution, la manufacturation de vieux produits causent une situation où vous allez avoir de moins en moins de profit par produit. D'accord? Donc, la rationalisation va permettre justement d'éliminer les produits qui sont une charge justement sur vos entrées de fonds. Alors, c'est pour ça que à long terme, si je peux dire, un processus de rationalisation va vous permettre justement d'aller chercher plus de profit par produit parce que justement, vous n'aurez pas à supporter ces frais supplémentaires associés à des produits périmés. Passons maintenant à l'analyse à proprement dit. Depuis le début de la présentation, je disais qu'il y avait un processus, il y avait un outil qui existait qui permettait de faire l'analyse et effectivement, mais il y a déjà eu dans le passé quand même des approches différentes pour analyser la performance des produits. Et un des problèmes qui était associé à ces méthodes-là, c'est qu'elles regardaient en fait une face ou une facette seulement de la performance, de la mesure de la performance. Alors c'est pour ça que ce qui a été développé, c'est une approche qui va tenir compte de plusieurs éléments. Okay, 3 éléments en fait d'analyse, ou 3 niveaux d'analyse plutôt. Le premier, ça va être une analyse financière. Le deuxième, ça va être une analyse stratégique. Et finalement, une analyse opérationnelle. Ça, ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'avoir un aperçu global de l'impact d'un produit dans une entreprise. Et puis ça, finalement, quand on décline ça dans les différents niveaux d'analyse. Si on regarde par exemple l'analyse financière, on va regarder au niveau des ventes, au niveau des marges et au niveau du rendement. Ensuite, on va regarder au niveau de l'analyse stratégique l'adéquation du produit avec la stratégie d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'une entreprise vendrait un produit qui ne correspond pas avec sa stratégie? Malheureusement, c'est très commun. Le positionnement du produit. Un produit qui est, par exemple, un produit haut de gamme, est-il positionné comme tel en termes de son prix? D'accord? Le cycle de vie du produit. Où est-il sur la courbe de cycle de vie? Ceci est-il quelque chose qui peut nous donner des indications? Si vous mettez des ressources derrière un produit en déclin, est-ce que c'est une bonne chose? Au niveau de l'analyse opérationnelle, il faut tenir compte quels sont les coûts pour servir le client. Si vous vendez des produits qui sont des produits qui nécessitent un service à la clientèle, à ce moment-là, vous pouvez vous imaginer que votre service à la clientèle va être familier avec tous vos produits. Mais si vous avez continuellement rajouté des produits, mais que votre service à la clientèle n'a pas été étendu, agrandi ou n'est pas en fonction de répondre à toutes les questions, c'est au niveau de votre service à la clientèle qu'il peut y avoir un problème. L'autre élément, la rotation des stocks.
les coûts de mise en route. Un produit que vous fabriquez très peu fréquemment nécessite des coûts de mise en place et de mise en route plus élevés à chaque fois. Ce n'est pas un produit, si je peux dire, commun. Et finalement, la facilité de remplacement. Alors, ce qu'il faut tenir compte dans cette analyse-là, c'est qu'on va jeter un coup d'œil à plusieurs éléments. Ces trois blocs d'informations-là, c'est-à-dire les données financières, stratégiques, opérationnelles, combinés ensemble, vont nous donner un aperçu très précis, justement, de la qualité, si je peux dire, du produit. Voici donc une approche graphique, une présentation graphique plutôt, du modèle PAO et du modèle qui permet justement d'analyser la performance des produits. Alors, la première partie, ce sont justement la collecte des données pertinentes, comme on vient de voir, c'est-à-dire les données stratégiques, données financières, les données opérationnelles. De là, on va justement analyser tous ces éléments-là, on va leur attribuer des valeurs pour chacun de ces critères-là. En passant, il y a 10 critères. Et puis, suite à ça, ça va nous donner une liste de candidats, de produits candidats qui pourraient être considérés comme étant des boulets au niveau de l'entreprise et qui devraient potentiellement être éliminés. Il va y avoir une deuxième catégorie de produits qui va être des produits qui finalement auraient des correctifs qui pourraient leur être apportés, qui feraient en sorte qu'ils deviendraient des produits qui auraient une meilleure contribution. Et finalement, la troisième catégorie de produits, ce serait les produits à conserver. Ce sont des bons guerriers, ce sont des produits qui contribuent justement à la performance de l'entreprise et on n'a pas à s'en préoccuper pour l'instant. Et finalement, la quatrième étape, c'est justement l'exécution ou la mise en œuvre des différentes activités, soit d'amélioration ou soit d'élimination des produits. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça concrétise finalement tout le travail qu'on a fait. Il y a deux choses qu'on va vouloir faire. On va vouloir regarder ça du point de vue du marché, c'est-à-dire l'impact au niveau de notre clientèle, et d'un autre côté, l'impact au niveau de notre chaîne de valeur. D'accord? Au niveau des approvisionnements, etc., etc., il y a une multitude de petites choses qu'il faut tenir compte dans notre processus d'exécution pour s'assurer justement que tout fonctionne correctement. Dans les tableaux ici, nous avons justement un aperçu de ce que l'outil d'analyse est en mesure de faire. C'est un outil qui va vous donner des résultats basés sur trois niveaux. D'accord? Le niveau vert, qui est le niveau justement où ce qu'un produit est à conserver. Comme je disais plus tôt, c'est un produit qui contribue, on n'a pas à s'en préoccuper. Ensuite, le deuxième niveau, le niveau jaune, c'est-à-dire c'est un produit qui a des faiblesses, qui a des faiblesses pour différentes raisons et qui nécessite justement un peu plus de temps et un peu plus d'analyse. Mais finalement, on sait qu'il y a une contribution qui pourrait être bonifiée. Et finalement, nous avons la troisième catégorie qui est la catégorie des produits rouges, c'est-à-dire vraiment les candidats qui sont un boulet sur les résultats de l'entreprise. Ce sont des produits vraiment qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on les élimine, oui ou non? Et si nous les éliminons, comment allons-nous approcher cette situation-là? Et quels vont être les impacts? Mais fondamentalement, ce que ça nous a permis de faire, c'est de se concentrer sur les produits problèmes. Et puis ces produits-là, une fois qu'on les a éliminés, la compagnie va pouvoir justement se concentrer sur les éléments là, forts, c'est-à-dire dans ce cas-ci, les produits verts et les produits jaunes.
qu'est-ce qu'une gamme de produits optimisée en termes de ces résultats? Eh bien, ce qu'on a ici sur cette page et ce tableau, c'est que finalement, on a une gamme de produits où ce que vous allez avoir des produits qui vont être performants, évidemment, mais où le nombre de produits à éliminer va être très très faible. Alors, juste pour vous donner un aperçu, jetez un coup d'œil à la gauche, la gamme de produits numéro 1. Comparez-la à la gamme de produits numéro 4. Et ce que vous allez voir, deux choses, c'est que la gamme de produits 4 a moins de produits, d'accord? Mais elle consiste en un nombre très élevé de produits à conserver. D'accord? Il y a quelques produits à examiner et quelques produits à éliminer. Alors, ce qu'on veut faire, c'est une progression dans le temps. Lorsqu'on fait l'analyse à prime abord, on va justement avoir beaucoup plus de produits à éliminer et de produits à examiner. Mais ce qu'il faut dire, c'est que avec les améliorations à la gamme, on va se retrouver avec une gamme de produits telle qu'on voit ici dans le tableau. Une gamme de produits qui va avoir moins de produits et dont les produits vont être beaucoup plus rentables et qui vont contribuer beaucoup plus au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est qu'on va avoir une baisse de coût d'exploitation. On va avoir éliminé des produits plus rentables. On va améliorer le positionnement des produits. On va améliorer en hausse les flux de trésorerie. On va diminuer les frais de vente. Et dans bien des cas, on va pouvoir majorer les prix parce qu'on va avoir découvert qu'il y a des produits qui méritent d'avoir justement une majoration. Une fois qu'on a fait l'analyse, on en arrive au moment où il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision, c'est-à-dire est-ce qu'on élimine des produits ou est-ce qu'on ne les élimine pas. Et puis ça, c'est ici justement que vient finalement la décision la plus difficile, mais cette décision-là est critique, elle est très importante, parce que cette décision va permettre justement d'aller chercher tous les avantages et les bénéfices associés à une optimisation d'une gamme de produits qui passe justement par la rationalisation et l'élimination des produits en fin de vie ou des produits faibles. Alors c'est pour ça que je mentionnais au début que la haute direction doit être impliquée. C'est parce que justement les impacts peuvent être importants et ils vont être importants dans la mesure où il va y avoir justement plusieurs produits à éliminer. Pour conclure, lorsqu'on parle de rationalisation de produits, en fait, c'est vraiment il y a des défis organisationnels, d'accord? Parce qu'on amène des changements dans l'entreprise, des changements qui vont, oui, certes, améliorer l'entreprise, mais qui au début vont probablement être la source là, de stress. Donc, si on regarde les produits comme tels, on a un attachement émotif envers certains des produits, malgré qu'on peut dire que non, ce ne sont que des produits, mais dans les entreprises, on est attaché. On est attaché pourquoi? On est attaché parce que ce sont des produits qu'on connaît très bien. Ce sont des produits qui semblent se vendre assez bien. Ce sont des produits aussi qu'on a peut-être participé au développement et au lancement. Donc, un processus d'analyse, comme je viens de décrire, c'est un processus qui va réduire justement le nombre de décisions basées sur l'émotion. Donc, ça va rendre les discussions beaucoup plus terre à terre et vont être basées sur des éléments objectifs. Une autre chose aussi, c'est que les ventes, lorsqu'on parle d'éliminer certains produits, les ventes vont considérer que ça peut justement être
à leur causer du tort. Donc, ça, c'est très important de tenir compte que les ventes peuvent voir ce processus-là de façon très négative. Alors, c'est pour ça, encore une fois, que les ventes doivent être incitées à participer au processus. Et aussi, on doit vraiment leur expliquer qu'il y a des bénéfices pour l'entreprise, mais que pour eux aussi, il y aura des bénéfices. Et c'est pour ça qu'il faut tenir compte aussi de bien informer les clients et de les faire participer à ce processus. Donc, à un moment donné, il va falloir faire des choix. Est-ce qu'on veut améliorer les revenus bruts, améliorer les revenus nets? Est-ce qu'on veut éliminer des produits sachant que les ventes peuvent baisser? Alors, et si c'est le cas, il doit y avoir quelque chose pour compenser ça, c'est-à-dire il faut justement que les revenus nets et bruts soient là. Alors, c'est pour ça que la haute direction doit être impliquée. Et finalement, ce processus-là est un processus qui doit devenir une meilleure pratique à l'intérieur de l'entreprise, qui va faire en sorte que à chaque année, à chaque trimestre, à chaque mois, il va y avoir une analyse qui va être faite et justement les gammes de produits vont être gérées de façon à être optimisées à tout moment. Ce qui veut dire que ça devient une pratique en place dans l'entreprise et ainsi l'entreprise va pouvoir bénéficier justement de l'utilisation de tout ce processus. Donc ça conclut ma présentation. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça va amener des questions. Et je suis disponible pour répondre justement à vos questions. Alors, vous pouvez communiquer avec moi encore une fois, soit par téléphone ou soit par courriel. Et ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions. Et j'espère que ça vous a plu. Et restez attentifs, il y aura d'autres webinaires du même genre dans l'avenir. Je vous remercie.